Chapitre 2. C'est à ces choses de son passé que Sabine repensait doucement ce jour-là, étant couchée sur le divan de couleur orangée, au milieu de coussins qui gonflaient autour d'elle leurs étoffes de soie d'un jaune de citron, étoffes de soie anglaise qui donnent au toucher et au regard la sensation d'être molle et éraillée. En face d'elle, la cheminée, où la flamme, prise entre les bûches mourantes, montait et baissait. Tout autour de la pièce, des bibliothèques légères et vitrées. En biais, contre un des angles de la muraille, un piano ouvert avec des partitions traînant au pupitre. Sur ce piano, une étoffe de velours pourpre à broderie d'argent dur, coupée en quelques chasubles anciennes, et posée sur elle, un moulage de l'admirable visage de Beethoven, visage large et plat, détendu par la mort et comme écrasé de sublime. Et puis, sur de petites tables, dans les encoignures des meubles, des vases de manière japonaise, d'une seule teinte, d'une coulée jaune ou verte, du vert de la prairie, et dans les vases des fleurs, qui répandaient une odeur acide de corolles lasses et de tiges mouillées. Comme le jour baissait à la fenêtre et s'obscurcissait d'une tempête de neige, madame de Fontenay s'assoupit, s'endormit dans la pièce toute silencieuse où la pendule battait calmement, ne jetant que des moments de loisir et d'indolence. Et le livre des sonnets de Ronsard, qu'elle avait essayé de lire, restait abandonné au bout de ses doigts ouverts. En dormant à peine, madame de Fontenay entendait cette pendule, sentait la tiédeur de l'air enfermé autour d'elle, devinait le froid et l'obscurité du dehors. Elle trouvait la vie moelleuse et bonne. Elle resta longtemps ainsi, cédant à la torpeur, l'interrompant pour la mieux goûter, retombant en elle. Elle ne voulait rien de mieux. Le bruit d'une sonnette retentit. « Ah, pensa-t-elle, voilà Henri qui rentre, et puis les autres vont venir. Il faut que je me lève de ce divan et que je m'habille. » Elle se leva et descendit l'escalier vers sa chambre. Elle croisa Henri, à qui elle donna, avec un regard tendre et bon, sa main à embrasser, et Pierre Valence, l'intime ami de son mari, l'hôte fraternel de la maison. Elle lui dit « Bonjour, mon cher », en riant beaucoup, comme si chaque fois qu'elle le revoyait, et c'était très souvent, elle lui éprouvait de la surprise, une camaraderie amusée à le trouver si habituel, et pour elle encore étranger. Depuis 1 an qu'il était de retour d'un voyage aux Indes, elle le voyait sans cesse et ne le connaissait pas, vivant en elle-même, âpre et lasse, peu intéressée d'autrui. Le rire lui semblait l'accueil hospitalier, la route amicale vers cet homme dont le cœur lui était indifférent. Elle eût pourtant, s'il l'eût fallu, su définir ce caractère. Mais, quand elle ne parlait pas des choses, elle n'y pensait pas. « Montez à l'atelier, » dit Sabine à Pierre et à Henri. « On va servir le thé. Je m'habille et je viens tout de suite. » Pierre Valence était un homme d'une 30aine d'années. Il était grand, il avait le visage fin, un peu serré, avec une courte barbe noire, des cheveux noirs un peu mêlés de gris. Le regard clair, très myope, portait en soi par moments le malaise timide de la myopie. Mais l'habituelle expression de ce visage était la gaieté et l'ardeur, dont témoignait encore la facile rougeur des joues. Pierre Valence s'était lié avec Henri de Fontenay dès le collège. Singulièrement intelligent et actif, il avait influé sur les idées et la vie de son ami, l'avait accoutumé à la curiosité scientifique. Lui-même, impatient et mobile, se libérait à tout instant de ses propres penchants et maintenant, il faisait de la politique, s'occupait de réformes sociales avec une sombre colère rénovatrice et se préparait à la députation. Madame de Fontenay, habillée d'une robe d'intérieur bruissante et lâche, dont elle semblait porter avec fatigue le poids léger, tant vers le soir son corps délicat et lassé se pliait facilement, monta à l'atelier où se trouvaient Henri et Pierre buvant du thé et fumant. Marie, qui venait d'arriver,
était assise dans un fauteuil de bois. Elle se balançait et les écoutait doucement. « Qu'avez-vous fait aujourd'hui » demanda Sabine à Pierre, tandis qu'elle se versait une tasse de thé et semblait ne pas penser à ce qu'elle demandait. « J'ai été toute l'après-midi au Louvre, répondit-il en se passant les 2 mains dans les cheveux, comme pour se recoiffer au sortir d'une émotion violente. C'était magnifique. Ah, le Vinci, mon cher, ajouta-t-il en saisissant Henri par le bras. Et disant cela, il regardait dans le souvenir avec des yeux si éblouis que ceux à qui il parlait ainsi regardaient en pensée les mêmes choses que lui. Et puis brusquement, il abandonnait son émotion, redescendait à la gaieté familière comme si les hautes tensions du rêve ne fussent pas bonnes pour la vie. « Voici Jérôme qui monte, » dit Sabine, qui entendait des pas dans l'escalier. La porte s'ouvrit et Jérôme Hérel entra. Il leur dit bonjour à tous, gravement, sans sourire, ayant cette impression que la politesse comporte de la réflexion et de la solennité. Le jeune homme qui entrait ainsi chez ses amis était un cousin éloigné d'Henri. Sa mère, par laquelle il était allié à la famille de Fontenay, s'était éprise d'un musicien polonais d'origine française, Jean Hérel. Elle l'avait épousé malgré l'opposition de ses parents et avait vécu avec lui en Pologne. Elle avait eu un fils, Jérôme, chez qui le don musical s'était révélé dès l'enfance. Elle mourut lorsqu'il atteignait sa 20e année. Le jeune homme, qui était sans ressources, pensa donner quelques leçons de musique, mais la vanité douloureuse de son cœur, le goût natif et aigu qu'il avait de l'élégance et de l'oisiveté lui rendirent la possibilité de cette tâche trop difficile. Alors, il composa, fut favorisé par un célèbre maître russe qui le prit en affection et, ayant, à 23 ans, hérité d'un peu d'argent que lui laissait une sœur de son père, il vint à Paris où il fut amicalement reçu et entouré par monsieur et madame de Fontenay. Monsieur de Fontenay s'occupa de le mettre en relation avec les célébrités de son métier qu'il désira connaître. Il travaillait et écrivait une musique habile et neuve, était très dévoué à Henri de Fontenay. Le contentement qu'il éprouvait de lui-même, de sa taille, de son visage, était soucieux et ne le rendait pas sympathique. Madame de Fontenay lui offrit une tasse de thé qu'il prit silencieusement. Pierre Valence criait. Il s'échauffait sur la Révolution. Henri expliquait qu'on eût pu la faire autrement. Il avait la manie de remettre en observation les événements accomplis. Sabine constatait que le bruit qu'ils faisaient tous les deux en discutant ne l'empêchait pas, elle, de ne penser à rien. Marie portait ses regards de l'un à l'autre des causeurs, ayant cette crainte de se tromper en choisissant entre les 2 avis. Et puis, voulant être polie, Sabine s'approcha de Jérôme, parla avec lui distraitement. Les premières fois qu'elle l'avait reçu, elle s'était donné de la peine pour l'entretenir de ses projets, de sa carrière, pour s'y intéresser. Elle ne s'y intéressait pas. Ce jeune homme ne lui était pas agréable. Quoiqu'il parût modeste et réservé, il semblait que ce qui se disait autour de lui ne l'impressionna aucunement, ne pénétra ni ne modifia ses pensées. Madame de Fontenay sentait qu'elle ne l'étonnait pas. Elle ne tenait pas à l'étonner,
mais elle eût voulu que cela se fît naturellement, sans qu'elle y prit garde. Elle était habituée à ce qu'on dit autour d'elle. « Vous, madame, vous n'êtes pas comme les autres. » Elle voyait qu'il était occupé de soi, elle le laissait. « Maintenant que Jérôme nous chante quelque chose, » s'écria Pierre, qui étouffait mal sa contrariété, n'ayant pu convaincre Henri sur Michelet, l'historien. Les réunions chez madame de Fontenay finissaient toujours sur ce désir d'entendre chanter le jeune homme, mais Jérôme Hérel ne cédait pas et trouvait un prétexte à s'en aller courtoisement. Cette fois-ci, il se résigna. Il prit une cigarette, l'alluma, la déposa sur le bois du piano et joua. On se taisait autour de lui, chacun cherchant la pose confortable de la langueur et de la rêverie. Henri, qui n'aimait pas la musique, prenait un livre, lisait, ne se sentait pas troublé par les sons, dont la chambre s'emplissait comme d'un encens et d'une religion subtile. Jérôme, en ce moment, jouait et chantait, le visage un peu levé, cherchant à se souvenir des paroles qu'il ne se rappelait pas bien. Les mains hésitantes, traînant sur le clavier, il chantait une admirable mélodie de forêt. La figure pâle, sous les cheveux d'un blond sombre à petites secousses d'or, s'émouvait d'une fine exaltation. Il chantait, et la musique mêlée aux mots s'épanouissait sensuelle et rose, comme une fleur née du sang. Il chantait, et c'était comme une déchirure légère de l'âme, d'où coulerait la sève limpide et sucrée. Les roses d'Ispahan, le soupir gonflait, s'exhalait, recommençait dans leur gaine de mousse. Encore une fois, toute l'angoisse délicieuse, aspirée et rejetée, les jasmins de Mossoul, les fleurs de l'oranger. La note penchante et tenue troublait comme un doigt appuyé sur le sanglot voluptueux. Quel parfum! Quelle ivresse! Quel flacon d'odeur d'Orient cassé là! Quelle fleur de magnolia écrasée dont l'arôme à l'agonie fuyait et pleurait! Tout l'air de la chambre tremblait. Ah, se disait Sabine, la musique, la musique! L'homme et la femme si misérables, l'amour si impossible, tout si triste et si bas autour d'eux, et la musique qui leur fait en rêve ces corps de lumière, ces bouches de larmes et de suavité, ces regards plus déchiffrés et plus adhérents que les mains autour des coups renversés. Mon Dieu, pensait-elle, comme cela fait mal! Et pourquoi toujours cette vague attente du baiser? Peut-être l'amour n'est-il que la grande pitié qu'éprouvent l'un pour l'autre ceux à qui la musique et la poésie et toute la beauté donnent une telle détresse. Jérôme se leva et ferma le piano. Il était tard, il pensait à s'en aller. Il prit encore une cigarette, il toussait, il la mit à la bouche et l'alluma. Sabine lui retint le bras. « C'est cela qui vous fait tousser, lui dit-elle. Vous fumez tout le temps, ne fumez pas. » Elle riait de la surprise de Jérôme et de sa familiarité à elle, à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle ajouta un peu gênée, « Mais oui, c'est parce que vous chantez et que c'est mauvais pour votre voix. »« Ah !» s'écria Pierre en riant, « ces musiciens, on s'occupe d'eux. Quelle chance ils ont. En tout cas, Jérôme, laissez votre cigarette ou reprenez-la, mais allons-nous-en. J'ai l'intention de dîner sur le boulevard. Cela vous va-t-il ? » ?»« Oui, très bien, dit Jérôme. »« Henri, pourquoi ne venez-vous pas avec nous une petite fête tous ensemble ?»« Mais ces dames, fit Pierre, avec un geste qu'il rendait comique et qui simulait le tact et la pitié. « Mais ces dames, naturellement aussi, répondit Jérôme un peu sèchement, n'admettant point d'être repris, même plaisamment, pour manque de correction.
Voyons, voulez-vous interrogea Henri en regardant sa femme et sa sœur, et tout disposé, lui, à faire ce qui leur plairait. Veux-tu dit Marie en se tournant vers Sabine. Et Sabine, embarrassée, ne savait pas quoi répondre. Elle consultait en elle 2 désirs et ne pouvait jamais se décider. « Décide-toi, insista Henri, tu vois, ils nous attendent, et il faudra encore le temps de t'habiller. »« Alors je reste, répondit-elle, aidée par l'impatience d'Henri. Je suis fatiguée. Je dîne ici avec Marie, mais toi, va, dit-elle à Henri affectueusement. Bon, s'écria Henri, c'est tout? Alors au revoir. Au revoir, répondirent les 2 jeunes femmes. Au revoir, Pierre, au revoir, Jérôme. Maintenant, dis non, fit Sabine, en prenant le bras de Marie et en l'entraînant dans l'escalier jusqu'à la salle à manger. Elles se hâtèrent d'écourter ce repas, n'étant gourmandes qu'en dehors d'un plus fort plaisir, qui était de causer librement, ardemment, l'une près de l'autre. Elles s'installèrent dans le petit salon qui suivait la salle à manger. La tenture d'un ton de rose fané, les fauteuils Louis XV qui nouaient au haut de leurs courbes molles les 2 fleurs de bois, la pendule de laque vert avec les gros chiffres de son cadran mettaient là les douceurs secrètes du XVIIIe siècle. « Tirons les rideaux, soupira madame de Fontenay, que la pensée de la nuit noire et froide contre la vitre attristait, et remonte la bûche, Marie, la cheminée va fumer. » Marie agitait des pincettes dans le feu, et la belle bûche rouge et grise éclatait en étincelles. « À présent nous sommes bien, fit Sabine, et tandis que Marie s'asseyait, les pieds contre le feu, elle s'étendit sur le long canapé. « Dieu sait ce qu'ils font en ce moment, les hommes, s'exclama-t-elle. Ils aiment le restaurant, ça les amuse, ces plaisirs-là, comme c'est drôle. On mange plus tranquillement chez soi, et on n'y frôle pas toute la vie des autres. J'aime mieux, continua-t-elle en s'enfonçant dans ses coussins, avec un geste de se protéger et de ne penser qu'à soi. J'aime mieux ne pas savoir qu'il y a des autres. Jérôme et Pierre sont gentils, dit Marie, qui regardait le feu et s'intéressait au mouvement de la bûche qu'elle avait installée. Sabine répondit négligemment par petits coups. « Oui, Jérôme n'est pas sympathique, il a une voix délicieuse. » Et paraissant se souvenir brusquement, « Tu as vu, reprit-elle en riant, comme je lui ai demandé de ne pas fumer, c'était fou de ma part. Mais après, il m'a semblé moins déplaisant, c'est curieux. Les êtres nous deviennent tout de suite un peu chers dès qu'on a voulu quelque chose pour eux, toucher à ce qui est leur vie. »« Et Pierre, interrompit Marie, tu l'aimes ? » ?»« Ah oui, j'ai beaucoup d'amitié pour lui, il est tout à fait intelligent et un homme si étonnant avec son irritation, son manque de mémoire, ses passions qui se passent on ne sait où et avec qui, et par moments l'oubli de tout cela, l'air jardinier. Il est un bon ami, constata Marie nettement. Surtout pour Henri et pour toi qu'il connaissait depuis si longtemps. Pourtant, répliqua Marie, vous vous entendez sur presque tout. Vous mettez tous les 2 contre Henri quand vous parlez de politique. Oui, je m'entends sur beaucoup de choses avec lui, c'est vrai, répondit madame de Fontenay, mais pas sur la vie, pas sur la tristesse, pas sur la faiblesse, pas sur l'agacement et la mauvaise humeur. Il est toujours content. J'aime qu'on se plaigne. Et quand on se plaint, méchante, interrompit la jeune fille, quand on se plaint, comme l'autre jour, la vieille madame Martin qui a perdu son fils et qui venait pleurer près de toi. Tu deviens pâle, tu pleures aussi, tu fais tout pendant 2 jours, et le 3e jour tu me dis « Marie, va donc la voir, je ne peux plus, c'est affreux les gens malheureux, ça me tue. Dis que tu n'as pas dit ça. » J'ai dû le dire, répondit Sabine gravement, tristement. Quand on n'a pas la force, vois-tu, on désapprend tout, même la bonté, et c'est cela qui est si terrible. Mais tu vas beaucoup mieux, reprit Marie, attendrie et désolée, et prenant la main de Sabine et l'appuyant contre sa joue. Oui, chérie, je vais mieux, peut-être, et toi, ma petite, s'écria Sabine, qui embrassait Marie, car la tendresse qu'on lui témoignait lui arrachait toujours une plus forte tendresse. Toi, tu es contente, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? As-tu tout ce que tu veux? Et elle ajouta plus bas, l'amour? Toujours rien, répondit Marie gaiement. Personne que j'aime, et ceux qui m'aiment me font pitié, voilà tout.
Les soirées vont reprendre bientôt, je n'ai même plus envie d'y aller. Cela fatigue ma mère et ne m'amuse pas. Je les connais tous, les jeunes gens, et je suis même injuste pour eux, car, en y réfléchissant, il n'est pas possible qu'ils soient aussi bêtes que je le crois. Ils ont tout de même une maison, une table, un livre, un souci, l'obligation de signer leur nom au bas de quelque chose, d'une lettre, d'une facture, enfin, ils ont une vie, et c'est ce qu'on ne peut pas imaginer quand on les voit. Tu penses, dit Sabine, qu'ils n'ont qu'un habit et des gants pour tout domicile et que c'est leur bibliothèque aussi? C'est cela, avoua Marie en riant, c'est tout à fait cela. Alors tu comprends, j'attends quelque chose de très étonnant, qui n'arrivera pas, quelqu'un comme Philippe Forbier, dont Pierre et Henri parlent toujours. Oui, fit Sabine, comment est-il leur Philippe Forbier? C'est vrai, tu ne l'as jamais vu, s'étonna Marie. Il ne sort presque pas et on ne va pas le déranger. Henri ne le voit pas tous les ans. Mais il est quoi, reprit Sabine, chimiste, philosophe, mathématicien? Tout cela, dit Marie. Il fait des livres et des cours et un peu de sculpture aussi, je crois. Il est plus âgé qu'Henri. Ils se sont rencontrés autrefois au comité d'une société scientifique. Philippe Forbier était déjà marié et avait des enfants d'ailleurs, prononça-t-elle d'une voix plus rapide en revenant à leur première conversation. Si je ne me marie pas, c'est très bien aussi. Je ne suis pas du tout malheureuse. Faut-il vraiment se marier? Faut-il aimer un homme et qu'il vous aime? Mais c'est tout le désir, tout l'espoir à ton âge, répondit Sabine en s'animant. Et quand il n'y a plus cela, quand vient la vieillesse, on s'en va de la vie lorsqu'on a du courage parce que c'est fini. Toutes deux se taisaient, et puis elles causèrent encore de choses différentes. Mais Sabine, alanguie, pensait, en dedans de soi. Elle pensait à son existence dolente et facile, à ses puériles angoisses, au plaisir que lui donnait le confort et le repos, à ses contentements de vanité, à sa tendresse sans violence pour Henri, et, fatiguée maintenant, frissonnant près du feu qui s'éteignait, déjà roulée par le sommeil, « Tu sais, Marie, dit-elle, à propos de ce que nous discutions tout à l'heure, je crois que c'est toi qui as raison. L'amour n'est pas une chose si importante dans la vie. » Chapitre 3. L'hiver passa doucement, portant ses plaisirs de gel et de réclusion, et le printemps revint au glissement du temps, insensible d'abord, mêlant la tiédeur et le froid. Ensuite, ce furent les jours d'avril, avec les dures tombées de soleil jaune et les crépuscules longs et blancs. Sabine avait un peu changé. Elle était plus forte et plus vive et se détendait à l'aspiration de la saison nouvelle. Son caractère prenait de la clarté et de la simplicité. Elle s'occupait, faisait attention aux autres. Elle avait aussi de brusques envies de s'amuser, des désirs d'une sentimentalité enfantine et tendre. Elle disait à son mari « Aujourd'hui nous allons au théâtre, moi avec vous, tout seul, et nous ne le dirons pas à Marie. » D'autres fois, elle obligeait Henri à rester avec elle au bord de la fenêtre le soir, sous la lune, et, la tête collée à l'épaule de son mari dans la pose de l'alanguissement et du soupir, elle essayait qu'il fût comme elle, empli d'une mélancolie indécise. Elle disait aussi, s'obstinant à le vouloir pareil à elle, « Sentez-vous comme le soir à cette couleur de silence et de fumée qu'on voit au ciel de bataille dans les panoramas? C'est si triste et j'adore cela. » Elle ajoutait, « Quand tout est beau comme maintenant, je voudrais pleurer, et vous ?» Lui pas. Il disait gentiment qu'elle était folle, qu'elle pouvait prendre froid, qu'elle lisait trop de livres futiles, qu'il l'aimait beaucoup, qu'elle le savait bien, qu'elle alla se coucher. Obstinée dans sa besogne de tendresse amollie, Sabine boudait, ne parlait pas pendant quelques jours et puis soudain montait, sentimentale, à la bibliothèque où Henri travaillait. Elle avait mis à sa robe, exprès pour lui, une fleur, qu'elle enlevait et qu'elle lui donnait. Elle s'asseyait près de lui et faisait des projets où ils étaient toujours seuls tous les deux. Dans un bateau, sur la mer froide,
près d'Elseneur, ou sur les collines d'Italie qu'arrachent les longues racines des oliviers, ou dans une petite maison d'un coin de France avec un balcon de roses, un perron, des graviers blancs et un jet d'eau. Il répondait, heureux et occupé, la prenant par le cou d'un bras et tenant de l'autre ses livres. « Tu veux trop de choses à la fois, ce n'est pas pratique, mais c'est très gentil, ajoutait-il en l'embrassant. Elle reprenait, pleurant presque d'abondance et de douceur. « Est-ce que vous savez comme je vous aime, et comme je vous donne tout mon passé? Je tiens à vous du fond de mon enfance. Pourquoi ne me voulez-vous pas, mon chéri ?» Il s'étonnait et riait. « Je ne te veux pas, Sabine? Je crois que tu deviens folle. C'est moi qui t'aime et qui t'ai toujours aimé, beaucoup plus que tu ne le fais. » « Alors pourquoi travailles-tu tout le temps? Et pourquoi n'es-tu jamais triste ?» soupirait-elle. « Mais pourquoi veux-tu que je sois triste? Maintenant que tu te portes tout à fait bien, que tu vas pouvoir vivre comme les autres, t'intéresser, t'occuper, et peut-être, tu verrais comme cela te rendrait heureuse, avoir un fils qui te consolerait de la petite. Mais si tu m'aimais, tu serais triste, disait-elle, comme moi je suis triste depuis que je t'aime, parce qu'on veut quelque chose, je ne sais pas ce qu'on veut. Eh bien, reprenait Henri attendri et un peu fier, laisse-moi vite finir ce rangement de livres, et puis nous dînerons ensemble, toi et moi, dans un restaurant du bois. Ce sera très bien, ma chérie. Oui, disait Sabine, qui s'appliquait au contentement profond et se sentait au contraire près des larmes. Voilà, c'est ce que tu ne comprends pas combien je t'aime pour tant de choses, et en plus de tout, pour cette idée que tu es mon mari, que tu es tout ce que j'ai et que j'aurai, et que l'on ne peut pas avoir deux hommes dans sa vie. Cela me donne pour toi une tendresse si profonde, si merveilleuse, l'idée que tu es tout, que tu es tout. Plusieurs fois, pendant ces mois d'avril et de mai, ils allèrent seuls, l'un et l'autre, secrètement, se cachant des curiosités de leurs amis, dîner dans de petits cafés de Paris où flottait une odeur basse d'alcool et de tabac, et dans les restaurants du bois de Boulogne, pleins de lumière et de gens. Henri, content, buvait et mangeait bien, s'enorgueillissait de la beauté de sa femme et de la solitude qu'elle choisissait avec lui. Sabine rêvait, étourdie par ces feux vifs des cabarets qui font cligner les âmes, déchirée par la musique tzigane dont l'âpre cinglement éparpillait ses désirs au vent du soir. Tandis que son mari fumait, buvait lentement la liqueur et le café, elle s'accoudait aux terrasses. La fraîcheur de l'ombre tombait sur ses épaules, l'heure de la nuit qui ulule et se lamente l'accablait au creux de son âme d'un bonheur misérable. L'aspect du soir, la buée d'argent la dépaysait, lui cachait dans le souvenir la bonté de sa maison, le visage de l'habitude. Elle songeait, et, peu à peu libérée de toute conscience, de toute mémoire, elle s'abandonnait à l'inconnu. Dans l'ombre douce de la nuit, elle ne voyait plus clairement les points fixes de son destin présent, elle ne voyait plus que son âme, d'où montait vers la lune le terrible instinct du bonheur. Et Henri, paisible près d'elle, ne s'inquiétait pas de ce visage violent, tiré par l'émotion comme par la fièvre, et malade de vie. Au retour de ses promenades, accueillie par sa chambre familière, elle se refaisait près de son mari un peu de contentement, une langueur tendre, cramponnée et dominante, quand souriant bonnement il l'endormait sur son cœur. Un matin qu'elle regardait par sa fenêtre le Paris végétal qu'elle habitait, tout étincelant et attendri de brume bleue, et qu'elle entendait venir d'un jardin lointain le cri du coq, évocateur de paille jaune, madame de Fontenay eut un désir impatient de revoir en cette fin de mai la campagne printanière. Elle pria son mari de la laisser aller ou de l'accompagner au château des Bruyères dans l'Oise, qui était la propriété de madame de Fontenay, sa belle-mère, et où celle-ci s'était installée avec Marie. Henri ne demandait pas mieux. Il venait de terminer les recherches et les plans dont il avait besoin pour la construction d'un bateau qu'il désirait avoir, afin de faire quelques expériences scientifiques en mer. Il accompagnerait Sabine et se reposerait et pêcherait toute la journée dans la rivière. « Nous resterons là une quinzaine de jours, dit-il. Nous pouvons très bien emmener Jérôme qui adore la campagne. »« Et Pierre ?» demanda Sabine. « Pierre ne voudra pas venir. En ce moment il a des querelles avec cette actrice qu'il croit aimer encore ou qu'il croit ne plus aimer. Il nous boude. »
Sabine embrassa Henri avec allégresse. Ce voyage la ravissait. Elle s'occupa de son départ pour le soir même. Elle courut acheter un grand chapeau de copeaux légers sur quoi elle jeta des coquelicots de soie rouge, et elle se sentit ainsi une âme champêtre, rustique et sensible à la manière des bergeries. Son mari et elle arrivèrent à l'heure du dîner au château que madame de Fontenay possédait dans la campagne beauvaisienne. Ce château, construit au XVIIIe siècle, s'élevait avec élégance et solidité. Ses larges fenêtres, divisées en petits carreaux, regardaient des pelouses tendres. Un massif de myosotis, étouffé de feuilles mousseuses, luisait dans l'herbe, et c'était comme une petite vague à cimes de pétales bleus. Un peu à l'écart, une maison basse, d'un caractère humble et touchant, servait de commun. Elle faisait songer à quelque demeure de madame de Varins, avec ses volets peints en blanc, son balcon découpé, et son mur villageois qu'un pied de vigne fournissait de feuillage. Sabine, dès l'arrivée, aspirait les yeux fermés, avec une folie triste, l'odeur épandue dans le château. Odeur de parquet, de dalles polies et glissantes, de sièges rigides, de coffres à bois et de tapisseries. Le grand silence de l'air rendait sensible la pulsation lente du temps. Elle revit Marie et sa belle-mère, dîna et se coucha, le cœur tout attendri, ayant retrouvé le sentiment de la puérilité et des vacances. La jeune femme se réjouissait pleinement du temps qu'elle allait passer là, quoique la compagnie de sa belle-mère ne lui fût pas agréable. Cette personne portait son âme au dehors d'elle. Elle avait une fausse ardeur et peu d'intelligence. Sa nature la vouait aux soucis domestiques et aux tourments des relations mondaines. Belle autrefois, elle le demeurait encore à 50 ans. Ayant vécu sans y penser et vieillissant de même, elle avait été heureuse et vertueuse par négligence. Sa bonté facile n'était pas certaine. Elle avait l'esprit distrait et vif. La sympathie l'étonnait. Elle ne sentait pas l'hostilité. Elle n'avait pas de piété, mais l'émotion, qui la visitait rarement, la reportait aussitôt à l'idée de Dieu, et les couchers du soleil ou telle page de Chateaubriand lui semblaient propres à expliquer la création selon la Bible. Elle aimait sa fille et son fils, non point comme ses enfants, mais comme des gens avec qui elle aurait vécu longtemps et dont l'existence lui était nécessaire. Elle était, pour sa belle-fille, une hôtesse appliquée et cérémonieuse. En dehors des salutations et des empressements, elle ne tenait presque pas compte l'une de l'autre. Sabine se réveilla au lendemain de son arrivée dans une chambre rayée de lumière, tendue d'une perce d'un beau rose las baisé par le soleil. Une odeur de chanvre restait à la toile. Elle regarda autour d'elle les meubles de la pièce, des meubles de bois châtain, lourds et ornés comme on en voit sur la scène dans les comédies de Molière. La vieille soie fleurie d'un de ses fauteuils avait encore l'éclat vif et dur d'une fête champêtre. Elle évoquait le chapeau de la bergère, la cornemuse et le râteau. On apporta à Sabine son déjeuner. La gaieté des porcelaines acheva de la réjouir. C'étaient de ces porcelaines d'autrefois, un peu villageoises, d'un blanc de kaolin, illustrées de petits paysages, d'un rouge de phare ou bien de grosses tulipes épanouies. Sucriers, tasses et cafetières disparates, prises au hasard dans la vieille armoire et faisant songer au repas que le pauvre Rousseau pouvait faire avec Thérèse. Toute la journée fut délicieuse. Sabine et Marie, se promenant, brillaient et riaient dans l'air tissé de chaud argent. Henri avait revêtu dès l'aube un vêtement de touriste et coiffé d'un paillasson ayant sur les épaules des cannes à pêche, à la main, un filet et un livre de pisciculture, il s'en allait au bord de la rivière, pêcher à la ligne d'une manière instructive
et raisonner. Il avait réclamé la paix, la solitude, le silence. On ne le verrait qu'aux heures des repas. Les yeux contents et errants, sans rien distinguer des grâces du paysage autour de lui. « C'est bon, disait-il, la campagne. » Sa sœur et sa femme, heureuses de se retrouver, de reprendre les fils souples et mêlés de leurs entretiens habituels, portant avec elles leurs broderies et leurs livres, allaient d'un banc à l'autre, selon qu'elles recherchaient où fuyait le soleil. Elles furent tantôt près d'un tilleul, où 1000 abeilles remuantes faisaient un bruit de vent chaud, tantôt devant une pelouse que traversaient des lièvres, tantôt dans une fraîche tonnelle de lierre. Marie racontait les événements de la maison, les derniers livres qu'elle avait lus, ce à quoi elle avait pensé depuis qu'elle n'avait vu Sabine. Attentive à ce qui l'entourait, elle notait par instants d'une phrase précise et sensible le caractère du paysage et de l'émotion qu'elle ressentait. Après quoi, il semblait que les choses qu'elle avait définies ne l'occupassent plus et ne lui fussent plus présentes. Son esprit méthodique et net éliminait par la formule. Cela, par moments, contrariait Sabine, troublait et dérangeait en elle la force vague et accablée qu'elle avait d'éprouver le plaisir, sous quoi elle ployait, taciturne et triste. Et tandis que Marie parlait, Madame de Fontenay absorbait, la tête courbée, ce vertige errant du naissant été qui, comme le vent fait aux plantes pelucheuses, lui prenait l'âme, l'éparpillait en désirs et en nostalgie effilée. Comme à midi, vers le soir, une cloche tinta, faisant son bruit d'argent et de porcelaine, cloche à tintement de couvent qui dansait dans le feuillage et appelait au dîner. Sabine, habillée de mousseline et de dentelle, la tête nue, était debout au bord du perron. La tristesse de l'ombre, qui fait frissonner les arbres, coulait sur ses cheveux, sur sa peau peureuse, sur son âme, au calice large. Elle regardait le ciel éteint et les hirondelles, passant sans bouger les ailes, posées de travers, comme une barque qui tangue. Elle rêvait à tout ce qu'elle avait attendu de la vie et qui n'était pas. Pourtant, puisqu'il y avait ce ciel doux et rose, cette tiédeur à goût d'acacia, cette nervosité de la terre attendrie, l'amour et le bonheur aussi étaient nécessaires et possibles. Non point l'amour faible et souffrant qu'elle éprouvait pour Henri, mais le miracle d'amour inévitable qui eût mené vers elle en cet instant des bords de l'ombre un inconnu qui lui eût dit « Qui êtes-vous et qui suis-je ? Cela n'est rien. Mais, à cause du soir lilas, à cause de la volonté des choses du printemps, de mon désir et de votre corps qui rêve, venez avec moi. » Marie appelait Sabine, on l'attendait pour dîner. Alors, elle rejoignit les autres dans la salle à manger que parfumaient les premières fraises.